Bonjour mesdames et messieurs, ici Léon Weinstein au micro, depuis la ville de Los Angeles, Californie. Encore une semaine, encore une série d'événements, comme il s'en produit probablement en une année entière pendant des temps calmes. Nous ne fuyons pas l'Afghanistan, nous ne donnons pas le feu vert à la Russie pour attaquer l'Ukraine, nous n'ouvrons pas les frontières aux clandestins, nous n'interdisons pas l'extraction de pétrole et de gaz, et nous ne permettons pas à la Russie et à l'Iran de gagner des milliards. Nous n'autorisons pas la construction de Nord Stream 2, nous n'exigeons pas d'Israël qu'il cesse immédiatement ses tentatives de libérer les otages à Gaza. Nous ne nous soumettons pas à la Chine à chaque occasion, nous ne permettons pas à l'Empire du Milieu de lancer des ballons espions. Nous n'essayons pas de tuer les candidats à la présidence et nous n'organisons pas de procès politiques contre nos adversaires politiques, nous n'organisons pas de goulag dans le pays. Nous recommençons, mesdames et messieurs, à devenir un pays de bon sens. Je pense que tout le monde n'a pas compris ce que cela signifie que Trump a fait taire l'Europe. Je vais expliquer. La vieille Europe continue de croire qu'elle est une jeune demoiselle désirée et qu'elle peut faire des caprices comme elle le souhaite. En réalité, il est difficile de comprendre pourquoi. La structure actuelle de l'Union européenne est entièrement bureaucratique, avec une quantité énorme de restrictions absurdes pour les entreprises et des règles contre nature, je ne sais pas pourquoi. Un ensemble de règles qui est déjà devenu antidémocratique, interdisant la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté du marché. Ils sont remplis d'une masse absolument étrangère de musulmans, qui ne se mélange pas avec la population autochtone, qui déteste les valeurs européennes, de bons nouveaux habitants pour le pays ou le groupe de pays. Et ils sont prêts à les violer d'ailleurs à tout moment. Donc, mesdames et messieurs, parlons de l'Europe. Les pays d'Europe et toute l'Union européenne ne sont pas dans le jeu. Techniquement, ils ont cessé d'être les leaders du progrès industriel. L'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est produisent beaucoup plus et mieux. Les pays du Moyen-Orient investissent beaucoup plus dans la haute technologie et l'Amérique possède un potentiel technologique, scientifique et industriel bien plus important. Mais il reste à l'Europe son honneur. Et donc, à la proposition de Donald Trump de revoir les principes du commerce entre nous, entre l'Union européenne et les États-Unis, l'Europe a commencé à faire semblant qu'elle n'avait pas l'intention de changer quoi que ce soit et qu'elle pouvait vivre sans les États-Unis, de la manière la plus merveilleuse. Donald Trump s'est fixé pour objectif de faire du commerce mondial la locomotive de l'amélioration du niveau de vie partout. En impliquant de nombreux pays dans des projets de haute technologie et d'autres innovations, il a commencé une restructuration à l'échelle planétaire. Et l'Europe, écoutons-la. J'invite maintenant à l'antenne le directeur général et fondateur Ella Lambert, ainsi que Ella Lambert Exchange Traded Fund. Il serait intéressant de connaître ton avis sur ce voyage. C'était incroyable. Un voyage extraordinaire. En réalité, il change les alliances mondiales en s'éloignant de l'Europe, tandis que le Moyen-Orient devient le centre des événements. L'argent se concentre là où la population est jeune. En Europe, avec une population vieillissante, ils ont moins d'argent. Observez la différence d'accueil qu'il a reçu au Moyen-Orient comparé à l'opinion des Européens à son sujet. Il façonne un monde totalement différent. Écoute, l'Europe s'endort, mais... L'Europe est vraiment un exemple avertisseur pour nous, n'est-ce pas ? C'est comme chaque fois que j'entends un homme politique américain citer l'Europe comme exemple à suivre. Je crois que vous êtes fous. C'est un bel endroit à visiter, sans plus. En somme, le tourisme est leur spécialité. Il n'y a pas beaucoup d'innovation là-bas, car ils sont devenus très socialistes, ce qui rend les affaires très compliquées. C'est très difficile de traiter avec eux. Toute l'activité innovante vient de nous. Ils sont devenus socialistes, c'est-à-dire des pique-assiettes, des profiteurs, comme la direction canadienne, eh bien, exactement. Des pique-assiettes, des pique-assiettes, des pique-assiettes. Désolé si j'ai mal prononcé. Trump
a dit un jour qu'il est plus facile de traiter avec la Chine qu'avec l'Union européenne. C'est stupéfiant. Avec les communistes chinois, nous sommes déjà parvenus à un certain accord, au moins après 90 jours de discussion avec déjà un certain nombre de promesses concrètes. Nous avons même réussi à nous entendre sur quelque chose avec l'Iran. Au moins, l'Iran a déjà indiqué qu'il est prêt à faire des concessions en échange d'une coopération avec eux pour la levée des sanctions. Et l'Union européenne, à part de belles paroles, n'a rien dit, n'a rien fait, n'a pas tendu la main comme on dit. Elle n'a même pas bougé le petit doigt. En tenant compte du fait que l'Europe nous importe pour 605 milliards de dollars de marchandises, alors que nous importons en Europe pour 370 milliards, nous sommes déficitaires de 235 milliards chaque année. Et ce n'est pas parce que nous n'avons rien à leur proposer, mais parce que l'Union européenne a trouvé le moyen d'empêcher nos marchandises d'entrer sur, disons, leur marché européen. Nous voulons des relations équitables, dans lesquels les principaux produits seront soumis à des droits de douane minimaux ou de base. Chez nous, elle sera de 10%. Et les produits, c'est nécessaire au pays pour ce qu'on appelle la sécurité nationale. Eh bien, il y a les médicaments, il est nécessaire que l'acier soit produit dans le pays, de l'aluminium aussi, et toute une série d'autres produits qu'il faut fabriquer dans le pays pour que, Dieu nous en préserve, le pays ne soit pas coupé de leur production. Donc, il y aura des droits de douane spéciaux pour protéger les producteurs locaux. Trump. Il vient de faire un voyage impressionnant dans la région productrice de pétrole et a obtenu de l'Arabie Saoudite un engagement d'investissement. 600 milliards plus 142 milliards d'armes. Ils ont même dit qu'ils pensent pouvoir porter les 600 milliards à 1 trillion. Le Qatar s'est engagé à 300 milliards et les Émirats à 1 trillion et 4 dixièmes sur 10 ans. Le volume total des investissements est de 2,6 trillions. Ce sont ceux pour lesquels les signatures et autres ont déjà été obtenues. Et peut-être cela atteindra la somme de 10 trillions. Si toutes les négociations préliminaires aboutissent, les accords pour une coopération future avec l'Inde, le Japon, le Vietnam, le Cambodge, les Philippines et la Corée du Sud sont en préparation et seront clairement finalisés plus tôt qu'avec l'Europe. Les pays leaders de l'Union européenne craignent de beaucoup que, sur le territoire détruit de l'Ukraine, les États-Unis construisent des centres de production, des complexes dotés des technologies les plus récentes. Et les complexes industriels actuels de l'Europe, l'Allemagne, la France, le nord de l'Italie, se retrouveront les mains vides. C'est pourquoi l'Europe fait tout son possible pour prolonger la guerre en Ukraine. Et, dans le pire des cas, si la guerre se termine, elle essaiera d'intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne afin d'empêcher la création d'un nouveau centre industriel technologique. Pourquoi ? Vous allez demander. Parce que, voyez-vous, les membres de l'Union européenne, en échange de subventions de plusieurs milliards, doivent signer des engagements à ne pas concurrencer les autres pays de l'Union européenne. On parle encore de l'Allemagne, de la France, du Nord, de l'Italie. C'est pourquoi l'Allemagne et la France s'opposent tellement à la participation des États-Unis au développement de l'Ukraine d'après-guerre. Si les États-Unis et l'Union européenne commence à se chamailler, excusez-moi, et à augmenter les tarifs, alors l'Europe se retrouvera dans une situation très défavorable. Nous trouverons d'autres fournisseurs pour leurs produits, alors que nous leur en importons beaucoup moins. Et en plus, il y a des choses qu'ils auront beaucoup de mal à trouver ailleurs. Des avions, des machines-outils de haute précision, de l'électronique, des réacteurs nucléaires, des produits pharmaceutiques, qui, pour ainsi dire, ce que nous importons est assez unique. Tant que ce n'est pas encore générique, ce qu'on appelle générique en russe aussi, je crois. Et nous importons du matériel médical qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'ici. Et une partie de ces fournisseurs, l'Europe ne les trouvera pas. Point final. Donc, s'il s'agit d'une compétition d'endurance, eh bien, ils perdront très probablement. Sur le chemin du Moyen-Orient, Donald Trump a ordonné de ne pas s'efforcer de conclure un accord avec l'Union européenne. C'est un seul accord et un accord séparé avec l'Angleterre. Si c'est si difficile, alors nous les mettrons à la fin de la file d'attente. Ils attendront et nous attendrons aussi. Pour l'instant, ils sont soumis à des droits de douane élevés.
Personne parmi les Européens ne peut encore expliquer comment ils vont gérer cela. Ils comptent encore sur un miracle comme en Ukraine on espère un miracle, on compte sur un oncle sur un miracle, je ne sais pas. Nous sommes coupables, nous les avons habitués à toujours compter sur un oncle. Mais ce n'est pas tout. Non seulement nous leur offrons 235 milliards par an, donc à cause du déficit commercial, nous leur offrons aussi gratuitement une protection contre la Russie, la Chine et en fait contre n'importe qui. Nous payons environ les 2/3 de leur budget de défense, ce qu'ils devraient dépenser s'ils se défendaient eux-mêmes. Donc, leur vie prospère repose sur le fait de ne pas nous laisser accéder à leur marché et en même temps sur notre protection de l'Europe contre les ennemis. Le fait qu'ils n'aient pas à dépenser d'argent particulier pour cela. Je pense que l'accord avec l'Europe inclura non seulement l'égalisation des conditions commerciales, mais aussi les conditions du maintien de nos troupes en Europe même. Autour, il y a évidemment des océans, des mers et d'autres étendues d'eau. Je pense que Donald Trump proposera à l'Union européenne de nous payer ce qui n'a pas été versé dans la caisse de l'OTAN, soit vous payez là-bas, soit vous nous payez. Mais ils diront « nous-mêmes, on ne vous fait pas confiance ». Alors, pendant les 2 ou 3 premières années, vous nous donnerez 1% de votre budget. Et en attendant, tranquillement, disons, augmentez votre armée. Ou bien nous achèterons pour vous avec cet argent ou nous vous fournirons des armes. Eux-mêmes donnent en moyenne quelque part entre 1,2% et 1,5%. Alors qu'au sein de l'OTAN, ils se sont engagés à donner au minimum 2%. Quelques pays donnent 2% ou plus. En plus donc, il doit y avoir quelque chose qui entre dans notre caisse. Pour le fait que nous entretenons dans le monde 800 bases militaires, que nous assurons la sécurité des mers, de la terre, de l'air et de l'espace dans le monde. Donc, pour que leurs navires, leurs territoires, leurs gens, leurs biens ne soient bien pas exposés à des actions agressives de la part d'adversaires de potentiel. Mais si l'Europe ne trouve pas comment se comporter honnêtement avec nous, je pense qu'ils seront bientôt en faillite et que l'Union européenne s'effondrera. C'est là qu'il doit aller. Je ne vais certainement pas pleurer pour lui, ça c'est sûr. Hier, je vous ai parlé du fait que l'ancien directeur du Federal Bureau of Investigation, James Comey, a publié sur Instagram une photo avec l'inscription 8647, ce qui, en argot, signifie tuer le 47e président des États-Unis. Il a aussitôt déclaré « Après l'éclatement du scandale, il aurait été stupide de sa part de penser que ça passerait inaperçu. » Il a donc déclaré qu'il n'avait pas la moindre idée, même pas la moindre représentation de ce que cela signifiait. Et maintenant, les réactions à l'appel à détruire Trump. Regardez, s'il vous plaît, dans ces extraits. Écoutez, James Comey, l'ex-directeur du Federal Bureau of Investigation, est accusé d'avoir proféré une menace en ligne contre le président Trump, déclenchant une enquête des services secrets. Rich Edson va vous donner les dernières nouvelles de Washington. Selon Trump, l'ex-directeur du Federal Bureau of Investigation, James Comey, est incompétent, mais assez compétent pour comprendre le sens de cette image. Il savait exactement ce que cela signifiait. Même un enfant comprendrait ce que cela signifie. Si vous êtes le directeur du Federal Bureau of Investigation et que vous ne comprenez pas ce que cela signifie, cela veut dire meurtre. Et cela a été dit clairement et distinctement. Il appelle à l'assassinat du président. Cet extrait est tiré d'une interview avec Bret Baier qui sera diffusée en intégralité ce soir. Le président déclare que les prochaines étapes dans cette affaire dépendent de la procureure générale Pam Bondi. Kristi Noem, chef du département de la sécurité intérieure, a affirmé que l'ex-directeur du Federal Bureau of Investigation, James Comey, venait d'appeler à l'assassinat de Trump. Le département de la sécurité intérieure et les services secrets enquêteront sur cette menace et réagiront en conséquence. Selon Kash Patel, directeur du Federal Bureau of Investigation, les services secrets sont les principaux responsables sur ce sujet, mais le Federal Bureau of Investigation les assistera. Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, affirme que Comey devrait être emprisonné. Hier, Comey a publié sur Instagram une photo de ce qu'il a appelé une formation de coquillages sur la plage, avec le chiffre de 8647. Comey a supprimé l'image puis a écrit une citation. « Plus tôt, j'ai partagé une photo de coquillage vue pendant une balade sur la plage. J'ai décidé que c'était un message politique. Je ne savais pas que certains associant ces chiffres à la violence, cela ne m'avait pas traversé l'esprit. Je suis contre toute violence, j'ai donc supprimé la publication. »
Mais je pense que Trump laisse cela à la discrétion du ministère de la Justice. C'est ce qu'il a dit. Imaginez, un homme attaqué 2 fois, une fois par balle à la tête, et quelques semaines plus tard, une nouvelle tentative d'assassinat. Et après cela, l'ancien directeur du Federal Bureau of Investigation fait une telle déclaration juste pour s'éloigner de tout ça. Vous savez, cela m'aurait surpris et choqué si Donald Trump n'était pas intervenu du tout. Je ne pouvais pas me taire après tout ce qu'il a vécu. Et recevoir cette merde de l'ancien directeur du Federal Bureau of Investigation qu'il a piégé avec cette arnaque russe bidon. Je pense que tout est clair, même sans mes explications. Pourquoi Comey a-t-il rendu cette revue publique dans le monde entier? Peut-être pour montrer qu'il existe encore? Revenir à la une des journaux, des émissions télévisées, où il a toujours été présent? Peut-être était-il sûr que rien ne lui arriverait pour cela, peut-être montrait-il cela à quelqu'un en particulier, rappelait-il son existence. Peut-être s'énerve-t-il à cause de l'oisiveté, ou est-ce un signal pour quelqu'un? Tout cela est possible. Commence, je ne sais pas. Eh bien, on verra, le temps nous le dira sans doute. L'Iran, bien sûr, observe le succès fulgurant de Donald Trump avec les sunnites. L'Iran, ce sont des chiites. Déclaration d'amour, parade, réception royale, des sommes d'argent énormes, alors que l'Iran n'a pas d'argent. Je me demande à quoi pense l'ayatollah en observant le président Trump sur la scène mondiale, ici, au Moyen-Orient, avec tous ses accords et ses partenariats en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. L'Iran semble désormais disposé à parvenir à un accord sur son programme nucléaire. Si, selon les propos du président Trump, si l'administration Trump lève réellement les sanctions contre l'Iran, aujourd'hui en Turquie auront lieu des négociations nucléaires avec le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Et le président a déclaré qu'ils étaient proches d'un accord sur la levée des sanctions. Mais il a promis que l'Iran n'enrichirait pas d'uranium. Regardez par vous-même. Nous avons un problème iranien que nous allons régler. D'une manière ou d'une autre, nous allons régler cela. Ce sera résolu complètement, soit positivement, soit négativement. Et négativement, ce ne sera pas bon pour eux. Et je pense que nous menons des négociations avec eux. Et eux, je pense qu'ils ont fait de grands progrès. Victoria, qu'attendez-vous dans cette situation? Et que veut dire le président Trump quand il parle de « pas de bonne manière »? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le président garde toutes les options ouvertes, Maria, comme il se doit. Notre position est que le président doit garder toutes les options ouvertes. Et il ne doit pas être limité. Ni ceux qui veulent utiliser la force militaire comme première option, ni ceux qui l'excluent complètement. Je pense qu'il a raison de miser sur la diplomatie dans cette situation. L'Iran s'est retrouvé le principal perdant cette semaine selon tous les indicateurs. Ils ont observé le président conclure des accords, comme vous l'avez dit, dans tout le Moyen-Orient, renforçant nos relations historiques d'amitié dans le Golfe Persique. Et c'est vraiment important. Il s'est rendu non seulement en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, mais aussi au Qatar, des pays qui étaient en plein désaccord pendant son premier mandat. Il a réussi à les réunir à nouveau, et cela souligne que nous avons besoin de tous nos partenaires et alliés dans la région. L'Iran reste ici à l'écart, et, à mon avis, le moment le plus important a été sa rencontre avec le nouveau président de la Syrie, organisée par Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite. C'est un signal très sérieux pour l'Iran que son rôle en Syrie est terminé, alors que l'Arabie saoudite et les États-Unis, eux, jouent désormais un rôle. Ils ont perdu l'un de leurs alliés clés. C'est pourquoi ils doivent être fortement motivés à conclure un accord selon les conditions du président. Et c'est exactement ce que nous aimerions obtenir. Je veux m'adresser à mes compatriotes, aux Israéliens. J'ai vécu en Israël de 1973 à 1984, 11 ans. J'ai servi dans l'armée, j'ai mis en scène des spectacles pour enfants, j'ai parcouru tout le pays avec ces spectacles, et cela à de nombreuses reprises. De Haïla à Kiryat Shmona, nous faisions des spectacles, alors même que des bombes tombaient sur Kiryat Shmona. En Israël, j'ai ma famille. Je considère Israël, et non l'Union des républiques socialistes soviétiques ou la Russie, comme ma patrie, mon pays natal. La tombe de mes parents, ainsi que celle de mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère et leur famille entière. Donc, je veux vous dire, à vous,
citoyen de l'État d'Israël, que ce que fait actuellement le président américain Trump est remarquable pour Israël. Ces négociations avec la Syrie, ces négociations avec l'Iran, tout cela peut briser ce cercle vicieux dont Israël n'a pas pu sortir depuis 1948. Guerre, victoire, pause, encore la guerre, encore la victoire, encore une pause, encore la guerre, encore la victoire, encore une pause. Et ainsi tous les 3 ou 4, au maximum 5 ans, sans fin et sans espoir. S'il vous plaît, soyez plus intelligents que les Ukrainiens, réfléchissez avec votre propre tête. Eh bien, on dit que 2 Juifs ont 3 têtes. Ou peut-être 3 avis, je ne sais pas, mais réfléchissez avec n'importe laquelle de ces 3 têtes. Faut-il pour vous signer les accords d'Abraham avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, avec le Koweït, avec les Émirats, avec la Syrie et commencer avec eux des relations commerciales actives? Personne ne vous propose de vous désarmer. Mais dans ces pays, ils arrêteront de crier « mort à Israël » à tous les coins de rue. Et les liens avec eux aideront à calmer ceux qui, même s'ils n'entrent pas dans cette alliance ou dans les accords d'Abraham, voudront vraiment participer au développement technologique. Réfléchissez simplement à cela. Oui, c'est un très bon point parce que vous savez, quand la présidente a commencé à parler de donner à la Syrie un nouveau départ, de demander à la Syrie de normaliser ses relations avec Israël, beaucoup de gens ont pensé « Waouh, c'est quelque chose de sérieux ». Imaginez si nous voyions la Syrie rejoindre les accords d'Abraham en échange de la levée des sanctions contre ce pays. La présidente demande aux Saoudiens de rejoindre les accords d'Abraham. Et vous savez, elle fait cela depuis son premier mandat. À quoi cela pourrait-il ressembler? Comment les accords d'Abraham vont-ils évoluer lors du second mandat? Victoria. Eh bien, nous le voyons déjà. Maria? Je veux dire, l'une des scènes incroyables, et il y en a eu tellement pendant ce voyage. Et nous tous, qui vous savez, suivons cette région, passons beaucoup de temps ici, apprécions cette région, c'était tout simplement une excellente semaine. Mais peut-être que la scène la plus marquante a été le moment à la fin, lorsque lui et le cheikh Mohammed, ainsi que Mohammed bin Zayed, ont visité la synagogue au centre abrahamique de la tolérance à Abu Dhabi. C'est une magnifique nouvelle construction que j'ai également eu la chance de visiter. Mais voir la présidente des États-Unis et la présidente des Émirats arabes unis dans une synagogue à Abu Dhabi et entendre la présidente parler ouvertement à M. Riyad de son vif désir que l'Arabie saoudite rejoigne les accords d'Abraham. Cela aurait été impossible il y a 8 ans. Le choc et la surprise avec lesquels cela aurait été accueilli sont inimaginables. Maintenant, c'est devenu la norme. C'est pourquoi je pense vraiment qu'avec l'Arabie saoudite, c'est une question de temps, pas de possibilité. Je pense que cette décision a été prise dès 2020 lorsque Bahreïn et les Émirats arabes unis ont signé les accords d'Abraham. C'est pourquoi nous laisserons la situation évoluer selon les conditions de l'Arabie saoudite. Mais c'est une période encourageante et voir comment la présidente développe le succès incroyable de son premier mandat et continue de le faire prospérer. C'est en grande partie à son mérite. C'est vrai, et vous l'avez vraiment exprimé parfaitement. C'est vraiment une période encourageante en ce moment. Merci Victoria, c'est toujours un plaisir d'entendre votre perspective. C'était la vice-présidente, auteure de nombreux livres et monographies sur la géopolitique. Victoria Coates? C'est cette même organisation qui a rédigé pour Trump un plan d'action pour les 4 années de son second mandat présidentiel. Eh bien, et pour finir en beauté, notre cher Victor Davis Hanson avec une question et des questions pour les démocrates. Dans cette vidéo, je veux faire quelque chose d'inhabituel et poser une question existentielle. Pourquoi? Allons-y. Regardons la frontière. Déo. Biden en 4 ans, La détruite il a neutralisé la patrouille frontalière. et haïs. Il n'a pas construit, il a arrêté le mur approuvé par le Congrès. En conséquence, 12 millions de personnes sont arrivées, elles sont entrées illégalement, vivent illégalement et 500 000 d'entre elles sont soupçonnées d'avoir un passé criminel. Et presque chaque jour, il y a des meurtres, des viols. Voilà le problème. Voilà la question, c'est tout. Tous savent ce qu'il a fait, mais personne ne demande pourquoi. Pourquoi avez-vous commis l'acte le plus nihiliste de l'histoire de la présidence moderne? Je pense que nous devrons vivre avec ce problème encore 50 ans. Mais pourquoi l'a-t-il fait?
Pourquoi a-t-il dit « Oui, vous pouvez entrer sans vaccination contre le Covid, mais nous allons renvoyer 8500 de nos citoyens américains de l'armée qui ne veulent pas se faire vacciner ». Zodin, pourquoi a-t-il dit que vous avez besoin d'un vrai, mais si vous êtes un clandestin, vous n'en avez pas besoin? Pourquoi? Peut-être qu'il voulait de nouveaux électeurs, parce que son programme ne plaisait pas à 51% de la population. Pensait-il qu'avec les règles de vote anticipées et par correspondance introduites en 2020, ces personnes pourraient voter très rapidement? Souhaitait-il accroître l'appareil d'État, étendre les avantages sociaux et hausser les impôts? Ne croyait-il pas aux frontières? Était-il un mondialiste? C'était si nihiliste et destructeur que nous devons en comprendre la raison. Pourquoi avez-vous agi ainsi? Je me suis souvent posé cette même question. Je ne me suis pas demandé pourquoi il s'appelle Biden. Comprenant qu'il ne savait peut-être rien, oui, mais pourquoi l'ont-ils fait? Eh bien, leurs enfants doivent aussi vivre ici. Pourquoi? C'était juste parce que vous détestiez la moitié du pays? C'était simplement parce que vous détestiez la moitié du pays et que vous vouliez le détruire, vous détestiez des marginaux, des semi-fascistes. Oui, c'est exactement la même raison existentielle. Pourquoi? Pourquoi tous ces journalistes disent-ils maintenant « Nous étions impliqués, nous avons couvert Biden, ce sont les collaborateurs de Biden qui l'ont fait ». Non, ce sont les médias qui l'ont fait. Mais ils sont tous d'accord sur le fait qu'il était inapte, qu'il avait déjà des problèmes cognitifs à l'époque, quand il a été présenté, quand on a dégagé le terrain pour sa nomination. Ils se sont débarrassés de Pete Buttigieg, ils se sont débarrassés d'Elizabeth Warren, ils se sont débarrassés de Bernie Sanders. Ils ont tous disparu rapidement, puis utilisé un mannequin de cire comme par avant. Mais pourquoi? C'était très risqué. Ils nous disent tous qu'ils l'ont fait, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Peut-être que le fait était que le vieux Joe Biden de Cranton avait une sorte d'aura conservatrice résiduelle, et il pouvait l'utiliser en disant à Jill « Joe, tu deviendras président, mais c'est nous qui dirigerons ». Ou était-ce pire? Mais ils ont pensé « Mais voilà ce que nous avons toujours attendu ». C'est de cela que parlait Barack Obama quand il voulait un troisième mandat. Je pouvais promouvoir un agenda de gauche depuis mon sous-sol, pas. En apparaissant en public, il ne s'agissait pas du fait qu'ils étaient dans une impasse. Ils y ont vu une excellente opportunité. Utiliser Joe Biden pour qu'il apparaisse 3 jours par semaine, qu'il soit confus par ce qui se passe, puis faire avancer le programme le plus à gauche, nihiliste, destructeur et socialiste de l'histoire. C'est vraiment le cas si l'on regarde la frontière, la criminalité, l'Afghanistan, 2 guerres en même temps, l'hyperinflation et les 7 000 milliards qu'il a empruntés. N'était-ce pas la raison? Et pourtant, ces gens-là, avec Barack Obama à leur tête, ou même sans Obama, pourquoi voulaient-ils détruire ce qui fait les États-Unis, ce qui nous permet à tous de vivre en sécurité et de bien vivre dans ce monde? Nous avons eu beaucoup de sondages similaires. Ils se sont trompés en 2016, ils se sont trompés en 2020, ils ont perdu la confiance, et puis en 2024, ils ont refait la même chose. Comme je l'ai déjà dit, le sondage sur Kamala Harris montrait qu'elle gagnait avec une avance de 4 points. La nuit de l'élection, elle a perdu d'1,5, ils se sont trompés de 5,5. David Plouffe, celui-là. L'un des initiés de l'entreprise a dit qu'il était frappé par le fait que tous les sondages montraient en son avantage. Alors que leurs sondages internes, qui sont censés être précis parce que la stratégie de l'entreprise s'appuie sur eux et qu'ils sont payés, ne montraient pas son avance, aucun d'entre eux ne la montrait. En tête. Oui. Pourquoi risqueraient-ils leur réputation? Mentiraient-ils à nouveau en 2024? Seraient-ils à nouveau déshonorés et donneraient-ils ainsi encore plus d'autorité à Rasmussen, Insider, Advantage et Trafalgar, comme un sondage précis? Je n'ai pas de réponse à cette question. Peut-être voulaient-ils créer l'apparence d'une impulsion, ils savaient qu'elle allait perdre, ils pensaient que si elle mentait. Si Des Moines Register dit qu'elle gagne alors qu'elle a perdu avec un écart de 12 points, elle recevra plus d'argent. Les gens auraient dit « Trump perd, je ne voterai pas ». C'était l'idée. C'était peut-être ça l'idée après tout, et si ça fonctionnait? Il ne suffit pas de dire que c'est de la politique. Nous voulons le pouvoir. Quelle était la stratégie pour vous pousser à faire quelque chose d'aussi flagrant? Quelque chose d'aussi flagrant au point de briser les frontières et de causer tant de souffrance? Quelque chose d'aussi flagrant pour imposer cela à une personne qui ne contrôle pas ses capacités cognitives?
Le poste de président avec les codes nucléaires. Essayer donc d'influencer la campagne électorale de manière aussi destructrice, en mentant constamment sur le fait que le candidat perdant qui perdait tout. Le temps, soi-disant. Nous voulons simplement comprendre les raisons derrière la victoire. Victor Davis Henson pour Merci Signal, merci. D'accord. Henson non plus n'a pas de réponse. Et il a les mêmes questions que moi. Et bien sûr, il y a des questions qui vous laissent vraiment sans voix. Pourquoi scier la branche sur laquelle sont assis ta famille, tes enfants, tes amis, tous ceux qui t'entourent, ton monde, pourquoi? Peut-être la haine ou l'envie envers nous leur a-t-elle aveuglé les yeux et obscurci l'esprit? Tout est possible. Nous ne le saurons probablement jamais. Le fait est qu'ils auront honte de dire la vérité. Voilà pourquoi les têtes parlantes de l'Internet russophone auront aussi honte de le dire. Admettre qu'ils vous ont menti pour retenir les idiots et gagner de l'argent ou pour traîner dans le cercle démocratique. Ils nous diront qu'ils se sont simplement laissés tromper avec les autres, qu'ils n'ont pas compris. Oui, que Dieu les juge, et nous, on mettra des likes si on a aimé, bien sûr. Et aussi, s'il vous plaît, devenez sponsor. Pour 4 $ par mois, vous pourrez regarder des vidéos supplémentaires que je fais spécialement pour les sponsors. Et quand il y aura assez de sponsors, nous organiserons des rencontres avec des questions et des réponses. Donc, en sentant que vous nous aidez, nous ferons quelque chose pour vous, quelque chose qui pourrait vous intéresser, voire vous intéresser beaucoup et vous faire plaisir. Au revoir. Les sous-titres ont été créés par